À l'inverse de la musique de chambre classique, qui est destinée aux salons, aux chambres de la bourgeoisie et de l'aristocratie européenne, destinée à être jouée par des amateurs, le concerto est tout à fait différent. Lui est destiné au public bourgeois des grandes villes européennes, des grandes capitales, dans le cadre de concerts publics et payants où l'on vient admirer la virtuosité des grands interprètes, des grands virtuoses, qui sont généralement eux-mêmes des compositeurs. Il n'y a toujours pas vraiment de différence entre compositeurs et interprètes à l'époque. Quand vous êtes musicien de métier, vous êtes musicien. Mais bon, on vient admirer l'art de ces grands artistes, de ces grands musiciens, dans le cadre de concerts payants. Le résultat de cette évolution sociologique, c'est que l'écriture du concerto se distancie de plus en plus de l'écriture de la musique de chambre, puisqu'elle devient de plus en plus professionnelle, de plus en plus virtuose et spectaculaire. D'un autre côté, l'évolution a aussi pour effet que de plus en plus, et même de façon définitive, le concerto est écrit pour un seul soliste, alors que même chez Vivaldi, il était assez courant qu'on écrive des concertos pour plusieurs solistes, comme nous l'avons vu. C'est le modèle pour un seul soliste qui s'impose à l'époque classique, pour des raisons essentiellement de public. En outre, le principe de la forme ritournelle survit, mais même cette idée formelle pourtant extrêmement puissante et très efficace, comme nous l'avons vu, ne résiste pas à l'influence de la forme sonate. Et la forme sonate s'invite également dans le concerto, les compositeurs réalisant une sorte de mélange de la forme sonate et de la forme ritournelle. Le résultat est un peu trop compliqué pour être expliqué en quelques secondes, mais en gros, Tutti réalise une forme ritournelle typique des concertos vivaldiens, alors que le soliste à l'intérieur, lui, fait une forme ritournelle, une forme sonate. C'est le conseil que donnait Léopold Mozart à son fils, Wolfgang Amadeus Mozart. Si tu veux faire un concerto, en gros, je résume, tu fais une forme sonate, tu fais une forme habituelle pour le soliste et tu rajoutes des tutti au moment important de l'articulation du discours. Tutti qui vont bien sûr faire des thèmes importants du concerto. Contrairement à ce qui se passait chez Vivaldi, le soliste fait des thèmes, a des interventions thématiques et même assez souvent présente des thèmes, il les développe lui-même, il fait une forme sonate à part entière, comme je le disais précédemment. Un rôle particulier est tenu par les cadences, c'est-à-dire les fins des phrases dans les parties solistes, la fin de chacune des parties solistes. C'est ce qui a donné naissance aux fameuses cadences de concerto. Il faut remarquer que la définition est loin d'être stricte à l'époque classique. On attend évidemment du soliste, je répète, c'est le compositeur lui-même la plupart du temps, qu'il soit capable d'improviser, pas seulement à un endroit bien précis, la dernière cadence avant la dernière intervention du tutti, là où se trouve en général la cadence du mouvement de concerto, mais en fait à toutes les cadences. À toutes les cadences, à toutes les fins de partie soliste, l'instrumentiste peut et même doit rajouter sur la dominante, généralement c'est sur une pédale de dominante, souvent on tient, on avait vu un exemple chez Locatelli dans une sonate, on tient la dominante, il peut rajouter simplement une petite ornementation sur cette dominante avant de tomber, cadéré, cadence, sur la tonique. Cette cadence ou ces cadences prennent de plus en plus d'importance et ça donne aux virtuoses l'occasion de montrer non seulement sa virtuosité, mais sa connaissance et sa compréhension du langage musical par une improvisation. À l'époque romantique, la cadence ou les cadences tendront de plus en plus à être écrites. Premièrement, pour reprendre le contrôle sur ce que font les solistes, on voit une évolution assez parallèle à ce qui se passe dans le domaine du chant avec Rossini, qui note l'ornementation des chanteurs sur la partition pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Et aussi parce que, tout simplement, les musiciens n'étant plus forcément des musiciens de métier, des professionnels, ils ne savent plus forcément improviser. Et donc, on commence à écrire de plus en plus souvent les cadences sur les partitions. Mais il est important de préciser que les cadences des concertos classiques, non seulement il n'y en a pas qu'une seule, mais généralement c'est à toutes les cadences, toutes les fins de partie soliste qu'on est censé pouvoir ajouter une improvisation, éventuellement de simplement quelques notes, mais surtout que ces cadences doivent toujours être improvisées. Même lorsqu'il écrit dans ses concertos pour clavier les cadences lui-même, Mozart précise assez régulièrement, je les ai écrits pour donner une idée de ce que je veux faire, mais bien sûr, la cadence, ça doit être improvisé. C'est ad libitum. Et je donne une proposition, c'est plus ou moins ce que je fais, ce que je voudrais qu'on fasse pour ne pas faire n'importe quoi, mais fondamentalement, il est clair pour Mozart, comme pour tous les compositeurs de l'époque, que la cadence, ça s'improvise. Là où les cadences, je répète. Pour ce qui est des exemples, alors là, il y a aussi un exemple VIP, s'il faut absolument vous en écoutiez un, l'un des nombreux concertos pour flûte de Johann Joachim Quantz. Là aussi, on est au nord de l'Allemagne, à la cour de Prusse, en fait, Frédéric II. C'est un concerto qui est très intéressant parce qu'aux alentours de 1750, il contient encore des éléments baroques assez importants.
Notamment, il est écrit en forme ritournelle. Même si le soliste prend des éléments thématiques, il n'y a pas encore vraiment de forme sonate à l'intérieur de ce concerto. On est encore selon le principe de la forme ritournelle de Vivaldi. En écoutant cette œuvre, assez souvent mes étudiants me disent « Mais monsieur, ça sonne encore très baroque ». La raison principale, ce n'est pas tellement dû à l'écriture du concerto Arquans. C'est quelque chose qui vous a peut-être déjà frappé si vous avez écouté d'autres œuvres des chapitres précédents. Simplement, les orchestres qui réalisent aujourd'hui la musique classique, la musique du classicisme, sont souvent des orchestres baroqueux. On a étendu, disons, les recherches historiques sur l'Aufführungspraxis de la musique baroque, sur l'exécution, l'interprétation de la musique baroque, à la musique classique. Et force est de constater que ces orchestres, disons, issus du mouvement baroque, qui maintenant sont des orchestres spécialisés dans la musique du classicisme, réalisent beaucoup mieux la musique du classicisme que les pompeux orchestres post-romantiques qu'on pratiquait encore, même dans les concertos de Mozart, jusque dans les années 70 ou 80. Et donc, effectivement, la plupart des enregistrements actuels, même de la musique de Mozart et de Haydn, si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'interprétation, vont sonner plutôt baroque. Non seulement on y trouve pratiquement toujours des clavecins, même quand on y trouve des pianos, c'est évidemment pas des pianos modernes, c'est des pianos fortés, des pianos d'époque, voire des clavicordes. Ce sont des cordes d'époque, ici c'est une flûte d'époque, et donc la sonorité générale est, disons, assez proche de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la musique baroque. Il faut donc aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi c'est 1750 et donc pourquoi c'est classique fondamentalement, même si effectivement on est un peu entre les deux. La raison principale, c'est, comme on l'a vu dans les caractéristiques générales, peut-être que je vais y revenir, ça vaut la peine. C'était là. L'harmonie simplifiée, on a des toniques et des dominantes en permanence, il n'y a plus vraiment de basse continue, on a une harmonie qui évolue de façon très claire, généralement mesure par mesure, des toniques et des dominantes, je l'ai dit, une logique de mélodie accompagnant très claire, et puis les notes répétées. Dans ce concerto de Kwan, c'est particulièrement vrai, vous allez entendre que les voix de cordes, y compris la basse, font des notes répétées, pop, 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 etc., souvent par groupe de 8. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque baroque. C'est la différence principale, en plus de la question de la phraséologie, entre la musique baroque et la musique classique. Ce n'est pas tellement le choix des instruments, on l'a vu, il n'y a pas de rupture nette, ni pas non plus dans l'évolution organologique entre le baroque et le classique. Donc oui, c'est une œuvre typiquement classique, et si vous êtes capable de comprendre et d'expliquer pourquoi, vous avez fait un grand pas dans la compréhension de la différence et de l'évolution entre baroque et classique. Autres exemples, un concerto pour corps avec une introduction orchestrale extrêmement longue, on a l'impression que c'est un concerto pour orchestre à la base, de Rossetti-Rösler. C'est la même personne, hein. Choisissez la variante que vous préférez à l'italienne ou à l'allemande, il est tchèque à l'origine. Un concerto pour violoncelle du violoncelliste Boccherini. Le Salieri, qui n'a pas empoisonné Mozart et qui est un très bon compositeur, a écrit aussi des concertos. Vous voyez, des concertos pour plusieurs instruments, ça existe encore. Je me suis dit, pourquoi pas un exemple de Salieri. Et puis les concertos pour clavier. Donc je recommande surtout celui de Quantz, celui de Rossetti est très joli. Les autres méritent aussi le détour, surtout pour voir si vous avez apprécié et avez envie d'aller un peu en profondeur dans la compréhension formelle de la musique de cette époque. Essayez de voir ce que les compositeurs font de la forme ritournelle et en anticipant ce qu'on va voir chez Haydn et chez Mozart, ce qu'ils arrivent à faire en mélangeant les principes issus du baroque, de la forme du concerto de Vivaldi, et les principes classiques issus de la forme sonate. Comment s'installe de cette manière-là un dialogue entre le soliste et l'orchestre, et bien sûr aussi comment se développe la virtuosité des différents instruments par l'intermédiaire de ce genre vitrine du concerto.